J'ai lu dans son livre que l'économie hexagonale n'a pas à rougir de son parcours. Il pense d'ailleurs que pour l'avenir, ce n'est pas forcément la France qui a le plus besoin de changer de modèle. Il se montre plutôt favorable à la mondialisation. Au plan français, il estime qu'il n'y a pas actuellement de marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Il insiste à ce propos que rogner davantage les profits dans les entreprises ne serait sans doute pas avisé. Non, je n'ai pas relevé ces lignes sous la plume d'un journaliste d'un grand quotidien conservateur. D'ailleurs, notre auteur défend vigoureusement les 35 heures et le système de protection sociale français. Il plaide aussi pour une fiscalité plus redistributrice et une indispensable conversion écologique. Nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui à Xerfi Canal Guillaume Duval qui vient de publier La France d'après. Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Guillaume Duval, vous êtes ingénieur de formation. Vous avez travaillé pendant 13 ans pour différentes multinationales dans l'industrie, je crois. Donc vous connaissez l'entreprise, vous n'êtes pas un économiste pur, vous connaissez l'entreprise. Et vous avez rejoint la coopérative, le magazine coopératif Alternative économique. Alors, il n'est pas possible de rentrer dans tous les recoins de ce livre très documenté, très didactique aussi. Nous allons donc centrer nos discussions sur la France et puis nous élargirons lorsque nécessaire. Le premier point que je voudrais aborder, c'est vous affirmez dans votre livre « La France résiste mieux et mieux que les autres ». D'ailleurs, le sous-titre de votre livre, c'est « Rebondir avec la crise ». Vous êtes donc dans le camp des optimistes. D'une certaine façon, oui. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation à participer à vos émissions. C'est vrai que vous me le disiez tout à l'heure, c'est assez rare qu'un patron interviewe un journaliste, mais merci de me donner l'occasion de m'exprimer dans ce cadre. Optimisme, d'une certaine façon, oui, parce que je crois surtout que le pessimisme en soi est mauvais conseilleur. C'est-à-dire que si le pessimisme qui domine à l'heure actuelle en France persistait, s'étendait, il n'amènerait pas à de bonnes décisions, il nous pousserait à l'inaction. Ceci dit, comme vous le soulignez dans votre introduction, c'est un optimisme tempéré. Il y a beaucoup de nuances à faire. En ce qui concerne donc vous avez des arguments structurels quand même. En ce qui concerne donc l'état de la situation actuelle, ce que je souligne, c'est que ce qui a conduit à la crise européenne d'aujourd'hui, c'est deux types de déséquilibre au sein de la zone euro. Il y a d'une part le fait qu'un certain nombre de pays, l'Irlande, la Grèce, mais aussi hors zone euro, le Royaume-Uni, ont suivi depuis une dizaine d'années un peu le modèle américain d'endettement massif privé essentiellement. Et pas la France. Mais justement pas la France. Il y a donc ce déséquilibre qui nous conduit à la situation actuelle où, une fois que ces dettes privées sont prises en charge par les États, on a du surendettement public dans des États qui souvent passaient auparavant comme des modèles sur le plan du pacte de stabilité et de la gestion des finances publiques d'ailleurs, on y reviendra sans doute. Donc il y a ce déséquilibre qu'il faut corriger, ce qui est engagé avec tous les plans d'austérité, etc., qui sont menés dans ces pays, des plans d'austérité qui vont trop loin, je pense, mais il est clair qu'ils ont des déséquilibres à corriger. Mais il y a aussi un autre déséquilibre qui a conduit à la crise actuelle, c'est le déséquilibre allemand, c'est-à-dire le fait que l'économie allemande a beaucoup trop serré la vis sur ses salaires, sur sa demande intérieure depuis 10 ans, conduisant à des excédents extérieurs considérables et affaiblissant l'économie européenne dans son ensemble. Donc la France est un peu en Europe en tenaille entre ces pays qui ont suivi le modèle anglo-saxon et s'endettant beaucoup, et le modèle allemand peu consommateur et très exportateur. Exactement. Quand on regarde l'ensemble des statistiques européennes, vous prenez les statistiques de la zone euro et les chiffres de la France, en gros, ils sont les mêmes sur à peu près tout. Nous avons eu un parcours moyen, relativement équilibré durant toute la période qui a précédé la crise actuelle. Sauf sur un point, et qui affaiblit beaucoup la crédibilité de nos dirigeants aujourd'hui, c'est sur la question des finances publiques. Donc il y a eu beaucoup de baisses d'impôts dans la décennie 2000 qui ont
qui a conduit à ce que la dette publique augmente avant même la crise, ce qui est manifestement problématique, mais je pense qu'on y reviendra. Une dette publique qui a beaucoup augmenté dans la crise et qui est surtout détenue par des non-résidents, ce qui nous met sous la menace des marchés. En plus. Mais au-delà donc de ce qui s'est passé avant la crise, dans la crise elle-même, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, je crois que l'économie française, les Français n'en ont pas tout à fait conscience, mais l'économie française a beaucoup mieux résisté que la plupart des autres pays européens. Quand on nous dit aujourd'hui qu'on est à la veille d'être dans la situation de la Grèce, de l'Irlande, etc., je crois que c'est faux et c'est trompeur en particulier sur le type de politique qu'il faudrait mener aujourd'hui. Alors vous soulignez dans votre livre, on va rester sur ce modèle français, que nous sommes un pays peu industriel, peu exportateur, ce qui provoque des déséquilibres du commerce extérieur. Comment d'abord on peut faire redémarrer cette industrie? Vous indiquez d'ailleurs dans votre livre, qui est très très précis, que nous avons perdu plus de 300 000 emplois entre 2008 et 2010 pendant cette crise. Alors comment faire redémarrer cette industrie? C'est une grave question sur laquelle je sais que vous travaillez beaucoup de votre côté aussi et sur laquelle je n'ai pas forcément toutes les réponses non plus parce que c'est vraiment un problème structurel lourd. Je crois que le problème tel que je l'interprète, il est au fond le suivant. Nous avons eu, tous les gouvernements successifs ont eu en particulier une politique d'abaissement du coût du travail à proximité du SMIC très prononcée depuis 25 ans maintenant, hein, gouvernement de droite et de gauche confondus successivement. Cette politique, elle était faite essentiellement sur le thème on a beaucoup de chômeurs peu qualifiés, c'est parce qu'on crée insuffisamment d'emplois peu qualifiés, il faut créer davantage d'emplois peu qualifiés. Pour le faire, il faut abaisser le coût du travail à proximité du SMIC. Donc on a beaucoup favorisé les emplois dans les services d'ailleurs. Tous les gouvernements l'ont fait, ça a favorisé les emplois dans les services, mais ça a eu aussi un impact sur le plan industriel qui a été important. C'est-à-dire que dans toutes les années 90, la France a été assez attirante pour les industriels qui cherchaient une base pour desservir l'Europe des 15. Hein. Quand on cherchait un endroit où construire une usine tournevis pour desservir l'Europe des 15, on s'installait assez souvent en France à l'époque. Vous avez Daewoo qui s'installe en Lorraine, Toyota qui s'installe à Valenciennes. Il y a une histoire industrielle en particulier qui me paraît très caractéristique de tout ça. C'est l'histoire de Smart. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais Smart, c'est donc un Suisse qui a sauvé l'industrie horlogère suisse avec les montres Swatch, qui se dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil pour les automobiles. Il n'est pas complètement fou, il sait qu'une automobile, c'est pas comme une montre, c'est un peu plus compliqué. Donc il va chercher un constructeur automobile pour s'allier, pour faire ce projet. Il fait le tour d'Europe, il aboutit chez les Allemands, chez Mercedes. Donc il crée une société ensemble, le siège et les finances et le commerce est en Suisse, le bureau d'études est chez Mercedes dans le sud de l'Allemagne, ils avancent, arrive le moment de se dire où est-ce qu'on met l'usine pour monter la voiture, et on aboutit évidemment en Lorraine. Hein. Donc ça c'est une histoire qui était très caractéristique des années 90. Toyota s'est installé aussi en France. Qu'est-ce qui a fait que la décision a été de s'installer en France? Mais justement, je pense que c'est la conjonction d'une bonne infrastructure, de bonnes infrastructures matérielles et immatérielles du fait de l'action publique qui est importante en France, conjugué à un coût du travail qui est relativement faible, en particulier du fait des politiques qui ont été menées au niveau des abaissements de charges à proximité du SMIC, et des gens qui sont relativement, c'était une bonne politique, qui sont relativement qualifiés. Mais je voudrais terminer sur le lien avec la crise et les difficultés actuelles. C'est-à-dire que cette politique a fait que la France a été assez attirante sur le plan, enfin, a eu une relativement bonne place dans la division internationale du travail sur le plan industriel dans les années 90, mais dans les années 2000, ça ne marche plus. C'est-à-dire que quand on joue cette place-là dans la division internationale du travail, dans l'Europe des 15, on s'en sort. Dans l'Europe des 27, ça ne marche plus parce qu'on se retrouve sur le même créneau que les Roumains, les Polonais, etc., sans parler évidemment des Chinois. Hein. Donc c'est une politique qui nous a... C'est-à-dire des produits d'entrée de gamme, donc si je prends l'exemple de l'automobile. Ce n'est pas simplement une question de produits d'entrée de gamme, mais c'est surtout une insertion bas de gamme dans la division internationale du travail qui nous pousse à être un lieu d'usine d'assemblage, je dirais.
parce que la contrepartie de cette politique d'abaissement de charges sur les bas salaires a été en particulier plutôt une hausse des charges sur les hauts salaires. Donc, dans la mesure où on n'a pas réduit la protection sociale dans son ensemble, et c'est très bien, il a bien fallu que quelqu'un paye de l'assurance maladie, etc. Donc ça conduit par contre à nous défavoriser plutôt en termes de coûts, mais ce n'est pas simplement des questions de coûts, du côté des ingénieurs, de la recherche, etc. C'est ça qu'on paye aujourd'hui, plus des problèmes structurels que vous connaissez bien. Donc là, vous mettez quand même l'accent sur quelque chose d'un peu original, c'est-à-dire qu'au plan des emplois très qualifiés, et notamment des emplois d'ingénieurs, nous avons perdu de la compétitivité. Je crois que du fait de ces reports, de ce rééquilibrage des charges sociales. C'est loin d'être le seul problème qu'on ait en termes industriels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, un ouvrier allemand coûte toujours de 15 à 20% de plus qu'un ouvrier français. Mais un ingénieur allemand, je pense qu'il est plutôt un peu moins cher qu'un ingénieur français. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, les conséquences, c'est quand même une désindustrialisation qui s'est accentuée ces 2 dernières années, et c'est un déséquilibre du commerce extérieur qui est terrible, qui va atteindre des records cette année. Je crois que si on extrapole les chiffres actuels, on va atteindre 75 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur en 2011. Comment on fait face à ce déficit du extérieur? On continue de vivre avec comme on l'a fait pendant des années, ou il faut absolument rééquilibrer? On continue de vivre avec comme on l'a fait pendant des années. Il n'a pas toujours été aussi important, et on a même eu des périodes avec des excédents extérieurs autour des années 2000-2001, avec en particulier un redémarrage très significatif à cette époque-là de l'industrie et de l'emploi industriel. Donc c'est vrai que la situation actuelle est inquiétante. La crise a beaucoup accentué les choses, vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre introduction. Donc on a à nouveau perdu de l'ordre de 10% de l'emploi industriel en l'espace de 3 ans. C'est vrai que le risque est sérieux, que dans beaucoup de branches, dans beaucoup de territoires, la masse critique minimale qui était déjà très menacée d'emplois industriels, mais ce n'est pas simplement les grosses boîtes, c'est le tissu industriel, les PME qui sont autour, etc., disparaissent, et qu'on soit amené à devenir davantage encore un vaste lieu de loisirs, je dirais, parc de loisirs. Ce risque est sérieux. Alors comment y faire face? Je pense que les politiques du type pôle de compétitivité, on peut les critiquer. Enfin, il y a eu tous les enjeux des difficultés politiques françaises traditionnelles autour de ces questions-là, mais ce sont des bonnes politiques. Le problème, c'est que tout ça, ce sont des affaires qui se jouent à moyen terme. Il n'y a pas de solution miracle dans l'immédiat. Il faut poursuivre ce type d'effort. Alors après, la question qui se pose aujourd'hui, c'est beaucoup la comparaison avec le modèle allemand. Donc alors vous dites justement, dans votre livre, on ne peut pas comprendre le problème français sans prendre en compte l'ensemble des problèmes européens. On est actuellement dans une division de l'Europe, en quelque sorte, avec une Europe du Nord centrée sur l'Allemagne, pour faire simple, extrêmement industrielle, extrêmement excédentaire, très centrée dans les biens d'équipement haut de gamme, donc dans la concurrence hors coût, et une Europe du Sud qui s'est terriblement désindustrialisée et qui est déficitaire. La France est un petit peu entre les deux, avec une industrie qui conserve une bonne industrie, bien inférieure à celle de l'Allemagne, mais une industrie, mais qui est également terriblement déficitaire. Est-ce que ça ne pose pas un problème de cohésion européenne, tout ça? Oui, ça pose un problème de cohésion européenne. Si vous voulez, au niveau de l'Europe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on prend l'Europe dans son ensemble, et si on la compare en particulier aux États-Unis aujourd'hui, la conclusion devrait être l'Europe devrait s'en tirer, va s'en tirer très bien, beaucoup plus facilement que les États-Unis de l'après-crise. L'Europe dans son ensemble, dans l'Europe dans son ensemble, les ménages et les entreprises ne sont pas du tout aussi endettés qu'aux États-Unis, c'est quasiment 2 fois moins. Dans l'Europe dans son ensemble, on ne consomme pas du tout beaucoup plus
que ce qu'on produit, hein. Même en 2008, quand il avait fallu importer beaucoup de gaz et de pétrole cher, les comptes extérieurs de l'Europe et de la zone euro étaient quasiment équilibrés. Dans l'Europe, là, on y est à nouveau. Pétrole cher, matières premières chères. On n'a toujours pas de déficit extérieur au niveau de l'Europe dans son ensemble. Et importation de biens de consommation plus chers aussi, puisque le prix du travail augmente dans les pays émergents. Aussi. Et donc, même si on prend un indicateur qui est considéré comme aujourd'hui le signe majeur de la crise européenne, c'est-à-dire les dettes publiques, aujourd'hui, il y a 10 points de plus de PIB, de dette publique aux États-Unis, avec une dynamique qui est beaucoup plus inquiétante encore qu'en Europe. Donc, si on prend tous ces indicateurs de l'ensemble de l'Europe, enfin de l'Europe comme un ensemble, on devrait aboutir à la conclusion que ça va être facile pour nous, beaucoup plus facile en tout cas que pour les États-Unis. Je ne dis pas du tout qu'on va... Oui, au niveau global, au niveau macroéconomique global, c'est une zone équilibrée. Voilà. Je ne dis pas du tout qu'on va trouver des taux de croissance analogues à ceux de la Chine et de l'Inde, et d'ailleurs ce serait mauvais signe, parce que ça voudrait dire que les inégalités à l'échelle mondiale ne se réduisent plus. Mais en tout cas, on devrait s'en tirer bien. Même si on regarde les problèmes qu'on a aujourd'hui, ce sont des petits problèmes. L'Irlande, la Grèce, le Portugal, c'est ensemble 6% du PIB de la zone euro. La dette publique de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, c'est 8% du PIB de la zone euro. Si on doit en annuler un tiers, c'est ce qu'on discute, est-ce qu'on doit annuler la dette, etc., ou pas, ça veut dire qu'il faut trouver 2% des richesses qu'on produit chaque année pour payer ça. En soi, ce sont des problèmes minimes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se répartir cette charge, à rééquilibrer en interne, comme vous le disiez tout à l'heure. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de fédéralisme. Il n'y a pas de fédéralisme. Et donc la question qui peut se poser, que j'aborde, c'est autour de quoi est-ce qu'on pourrait avoir davantage de cohésion et davantage, en particulier, d'action économique ensemble. Mais les forces centrifuges semblent devoir peser de plus en plus fort. Là, j'ai sous les yeux une dépêche qui date de ce matin, je crois, publiée le 26. On est le 26. La représentante, je voudrais vous faire réagir dans l'actualité, là. La représentante de la Grèce à la Commission européenne, Maria Damanaki, commissaire européen, a fait des commentaires intéressants au sujet de la crise grecque aujourd'hui. En fait, elle est apparue comme le premier officiel grec ou européen à admettre ouvertement que la participation de la Grèce à l'euro est mise en doute. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir garder l'euro, monnaie unique pour tout le monde ? La question grecque est effectivement la plus compliquée dans les médias, mais je voudrais juste revenir sur la question précédente. Autour de quoi est-ce qu'on pourrait faire des choses ensemble ? Je pense que ça ne sert à rien de dire aux Allemands en particulier ce que vous faites est mal, vous avez trop d'excédents extérieurs, il faudrait accepter des délais grecs, etc. C'est un discours qui peuvent très difficilement, enfin qui est juste, je crois, mais qui peuvent... Angela Merkel dit clairement qu'elle n'a pas très envie d'aider les retraités grecs. Oui, mais je pense qu'elle se tire une balle dans le pied en disant ça, parce que c'est d'abord les banques allemandes qui vont être dans la panade si la Grèce va mal, et aussi les industriels allemands qui vendaient des chars et de l'armement aux Grecs qui dépensent beaucoup d'argent dans ce type de choses. Mais bon, ce que je crois, c'est qu'il faut trouver des terrains sur lesquels les Allemands puissent en particulier accepter qu'on fasse davantage de choses ensemble. Et là-dessus, je crois qu'il y a vraiment un terrain qui s'impose, parce que d'une part, c'est un vrai problème en soi, et d'autre part, c'est un problème qui peut être entendable par des Allemands. C'est la question à la fois de l'énergie et de la conversion écologique de nos économies. Je pense qu'on pourrait vendre aux Allemands qu'on fasse, avec des budgets importants, davantage de choses, beaucoup plus de choses ensemble. Mais comment arriver à cette coopération ? Parce que ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est plutôt une divergence des intérêts français et allemands. Oui, je pense qu'il faut aussi que les Français soient... Enfin, c'est un peu le sens de ce que je vous disais tout à l'heure on n'a pas à avoir honte de notre parcours dans la zone euro et dans l'économie européenne. Il faut que les Français soient aussi un peu plus fermes vis-à-vis des Allemands. Sur les orientations nécessaires en termes de politique économique. J'ai bien conscience, et je l'évoquais tout à l'heure, qu'un des points qui les rend peu crédibles, aux yeux en particulier des Allemands, dans le débat européen, c'est l'attitude très légère qu'ont eu les gouvernements successifs sur la question budgétaire et fiscale dans les années 2000. Ça, c'est clair.
Alors sur ce point, puisque vous avez abordé la question de l'Allemagne, c'est d'ailleurs un chapitre de votre livre, faut-il imiter le modèle allemand? Qu'est-ce qu'il a de bon, qu'est-ce qu'il a de mauvais? Je crois que les succès industriels des Allemands, aujourd'hui, ils viennent de très loin. Ils viennent de forces traditionnelles qui sont très profondément ancrées dans leur histoire longue. C'est un pays décentralisé où il n'y a jamais eu Paris et la province, ce qui fait qu'il existe partout sur le territoire à la fois du capital financier, mais aussi du capital humain, etc., pour créer des boîtes, avoir des activités industrielles, etc. C'est un pays aussi où le capital patrimonial, les petits patrons, hein, les entreprises de taille intermédiaire est beaucoup plus important qu'en France. Oui, mais ça, on le dit beaucoup en ce moment, mais je crois surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont situées sur le créneau des biens d'équipement. C'est-à-dire que c'est sur le créneau des biens d'équipement. Avec 300 personnes, si vous êtes l'entreprise qui fournit la machine capable de faire tel processus industriel, avec 300 personnes, vous pouvez être le roi du pétrole à l'échelle mondiale. Hein. Donc ils sont sur des niches, hein, des niches où ils sont leaders mondiaux. Voilà, et très présents sur le secteur des biens d'équipement, secteur sur lequel, à quelques exceptions, rares exceptions près, mais encore elles sont très menacées aujourd'hui, si on pense au nucléaire par exemple, on a complètement levé le pied en France. Ce n'est pas simplement une question de taille d'entreprise, c'est aussi une question de secteur sur lesquels ils sont présents. À côté de ça, c'est aussi un pays où le travail industriel est beaucoup mieux considéré dans l'ensemble de la société qu'en France, où quand on a bien réussi ses études, on ne pense pas d'abord à passer l'ENA et à intégrer le cabinet de tel ou tel ministre ou à aller dans la banque. Pour faire des modèles sophistiqués qui nous ont conduits là où on a vu. Donc le goût de l'industrie et le goût de l'entrepreneuriat aussi, avec cet effet familial. Et dernier point qui est très important, c'est un pays. Et ça veut dire que vous remettez en cause au passage le système élitiste français qui conduit vers les grandes écoles, les grandes entreprises. Je pense que c'est un des gros problèmes qu'on a, mais je voudrais terminer sur l'Allemagne. Oui, allez-y. C'est aussi un pays où les managers font pas n'importe quoi. Où ils ne se prennent pas pour les dieux, en se levant le matin en se disant bah, tiens, aujourd'hui, je vais arrêter de faire de l'eau et je vais racheter des entreprises, je vais racheter des studios de cinéma à Hollywood. Pas simplement parce qu'ils sont plus raisonnables qu'en France, mais c'est parce qu'ils ont des contraintes institutionnelles beaucoup plus fortes. Hein. Donc c'est des pays où on a des statuts de conseil de surveillance et de directoire beaucoup plus équilibrés au niveau des pouvoirs. C'est un pays où les syndicats ont plus de pouvoir dans les entreprises, où les syndicats fournissent la moitié des gens dans les conseils de surveillance, etc. etc. Et ça marche vraiment, ça donne vraiment une influence et ça modifie les rapports sociaux. Absolument. Ça oblige en tout cas à avoir des pratiques internes quand on veut faire des réorientations stratégiques, etc., très différentes pour rechercher des consensus internes, etc. Et je pense que ça joue un rôle majeur dans le succès. Mais l'Allemagne, c'est aussi le pays d'Edouard Hartz, de l'agenda 2010, du serrage des salaires depuis 10 ans pour retrouver une compétitivité et donc d'une faible consommation intérieure. Justement, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure les succès actuels sont liés aux traits structurels que j'évoquais tout à l'heure, ou sont liés aux mesures qui ont été prises depuis 10 ans. Je crois que les mesures qui ont été prises depuis 10 ans, elles jouent un rôle non négligeable en termes de compétitivité coût, de l'amélioration de la compétitivité coût de l'Allemagne. C'est vrai que quand Siemens est face à Alstom pour vendre des TGV ou des ICE aujourd'hui, ça leur donne un avantage, etc. Il n'y a pas de doute. Simplement, je pense qu'à terme, le modèle allemand, il faudra vraiment en reparler dans 10 ans. C'est-à-dire que je pense qu'en faisant ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, et comme vous le savez, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, puisque c'est surtout Schröder, puisque c'est un gouvernement rose-vert qui a pris les choses les plus dures. Ce qu'ils ont fait depuis 10 ans, je pense, les affaiblira à terme. C'est-à-dire que l'Allemagne est aujourd'hui le pays de l'OCDE où l'investissement public est le plus faible, et déjà le plus faible depuis 10 ans.
C'est un pays où, parce qu'ils n'ont pas d'école toute la journée, parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts en termes de dépenses publiques, etc., où il y a une démographie qui est catastrophique. C'est un pays où les inégalités, enfin il n'y a qu'en Roumanie, en Bulgarie, où les inégalités se soient le plus accrues depuis 10 ans. C'est un pays où la cohésion sociale est très menacée. Mon pronostic, c'est que ça va nuire à terme, y compris à leur compétitivité industrielle qui reposait sur tout à fait d'autres bases. Ça met en danger déjà tout le système social que je vous décrivais tout à l'heure, dont je crois qu'il a joué un rôle très important dans leur compétitivité industrielle jusque-là. Je pense qu'il faudra vraiment en reparler dans 10 ans et que ce qu'il faudrait être capable d'imiter, mais c'est très difficile, c'est les stress structurels dont je parlais tout à l'heure. C'est très difficile parce que c'est très ancré dans l'histoire longue. Si on se contente d'imiter les mesures qu'ils ont prises pour démanteler leur état social depuis 10 ans, ce qu'on a déjà commencé un peu à faire, je pense qu'on n'ira pas très loin. Alors, une des choses qu'ont fait les Allemands, ce qui va nous permettre de retourner vers la France, c'est de défendre l'emploi industriel à travers les mesures de Kurzarbeit. Et un des problèmes que nous avons en France, c'est ce chômage structurel très important, qui a augmenté fortement à travers la crise, qui diminuerait un petit peu selon les chiffres officiels, mais encore faudrait-il creuser. Alors, sur le chômage, vous dites qu'il n'y a pas de solution miracle, il faut avoir recours à un cocktail de mesures partielles. Qu'est-ce qu'on peut faire en France contre le chômage? Est-ce qu'on a tout essayé? Alors, on a essayé beaucoup de choses, pour être honnête. Simplement, je voudrais souligner, vous avez raison de dire que ce qui s'est passé en Allemagne sur le plan de l'emploi dans la crise est tout à fait exceptionnel. Je crois qu'il faut vraiment tirer les leçons. C'est-à-dire que les pays qui ont du mal dans l'après-crise, c'est l'Espagne, c'est le Royaume-Uni, c'est les États-Unis. Guillaume Duval, il ne nous reste que quelques minutes. D'accord. Sur le chômage en France, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des pays qui avaient fait le choix d'une flexibilité externe très forte. Ce que montre l'Allemagne en particulier et la France aussi, c'est que la flexibilité qu'il faut privilégier, c'est la flexibilité interne. C'est-à-dire donner aux entreprises des moyens de réduire la voilure sans licencier les gens quand il y a des crises. Simplement là-dessus... Qu'est-ce que vous appelez la flexibilité interne? Ça n'a pas de rapport avec la flexi-sécurité? Non, pas directement, justement, la flexibilité. Et la flexi-sécurité, c'est un système de flexibilité externe qui consiste à dire qu'il faut laisser les entreprises licencier beaucoup et puis derrière rattraper les gens. Mais ça, même au Danemark, là, ça ne marche pas très bien en ce moment. Mais ce qu'ont fait les Allemands est très différent, c'est-à-dire de dire, quand il y a une crise, on réduit la voilure au niveau des salaires payés par les entreprises, l'État prend un peu le relais et ça permet de garder les gens sans les licencier. Donc on voit que ça les aide beaucoup pour redémarrer après, puisqu'ils n'ont pas besoin d'embaucher, ils n'ont pas besoin, etc. Simplement, pour ce qui concerne la France, puisque vous me demandez, on a fait la même chose quand même. C'est-à-dire que par rapport à la récession de 93, on se rend compte que le recul de l'emploi est quand même beaucoup plus limité cette fois. C'est non seulement parce qu'on a utilisé le chômage partiel, mais c'est aussi un impact des 35 heures. C'est-à-dire qu'un des atouts qu'a apporté les 35 heures aux entreprises françaises. Le partage du travail. Oui, et puis c'est de la flexibilité dans la gestion annuelle du temps de travail qui fait que beaucoup d'entreprises ont ont demandé aux gens de prendre leur RTT quand ça allait vraiment mal, etc., ce qui leur a donné plus de souplesse que par le passé. Qu'est-ce qu'on peut faire en France? Je crois que j'insiste surtout sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai qu'insister, comme le fait le gouvernement aujourd'hui, pour réduire l'emploi public dans cette période-là, je pense que c'est une grosse bêtise. On le voit déjà au niveau du chômage, en particulier du chômage des femmes. Donc le chômage des femmes est reparti à la hausse très fortement depuis ces derniers mois. C'est un effet direct de l'austérité, du fait qu'on tord le cou du secteur associatif, du secteur médico-social, etc., et en plus de l'emploi public direct. Donc ça, je crois que c'est vraiment pas la priorité du moment de réduire l'emploi public. Ce serait la priorité du moment de mettre des emplois aidés. Je sais que ce n'est pas une panacée, mais je crois que par rapport aux chômeurs de longue durée en particulier, il n'y a pas trop de solutions. Et alors là, pour l'instant, malgré les discours, ce qu'on constate, c'est une baisse significative du nombre d'emplois aidés. Je pense qu'il faut aussi arrêter les bêtises
enfin, je veux dire, du paquet fiscal, il y a une seule mesure qui reste aujourd'hui en action, et c'est la pire. C'est les heures sup subventionnées massivement pour inciter les entreprises à faire des heures supplémentaires plutôt qu'à embaucher des jeunes et des chômeurs. Ça coûte 4 milliards d'euros aux finances publiques. Il y en a eu 160. Mais ça plaît à ceux qui en profitent. Il y en a eu 173 millions au premier trimestre de cette année. Ça représente 383 000 emplois à temps plein. Je ne dis pas du tout qu'il faut arrêter de faire des heures sup. Je sais bien que les entreprises ont besoin de faire des heures sup, mais si on en avait fait la moitié, ça aurait fait 180 000 emplois en plus. Dans le contexte d'aujourd'hui, il faut vraiment arrêter ce type de bêtises. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin pour réduire le temps de travail, etc. Vous savez que c'est une idée qui plaît souvent à la gauche. Manuel Valls, par exemple. Pas vraiment à lui. Donc là, je dis dans le bouquin que je pense que les 32 heures ou la semaine de 4 jours, il faut attendre un peu. Mais que par contre, que de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il faille aborder la question de la réduction du temps de travail, enfin continuer à l'aborder sous l'angle hebdomadaire. Je pense que l'avenir, c'est plutôt des formes de réduction du temps de travail plus longues. Donc une des mesures que je défends là-dedans, c'est de dire qu'il faudrait un an sabbatique rémunéré tous les 10 ans ou 6 mois sabbatiques rémunérés tous les 5 ans. Ça fait aussi 10% de réduction du temps de travail. Je crois que ça plairait à beaucoup de gens. Mais, Guillaume Duval, ça me paraît être le chemin qu'il faudrait suivre. Guillaume Duval, il y a beaucoup de thèmes qu'il aurait fallu aborder, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Guillaume Duval, merci. Merci à vous.